Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Max F1, encore une fois pour un petit live exceptionnel. Cette fois-ci, aujourd'hui, dimanche, on va donner la parole à Théo Noué, qui est pilote GT4 de l'équipe CD Sport, donc qui m'a rejoint. Voilà, il est abonné de Max F1, il est membre de Max F1. Et ce jeune homme, hein, il est très jeune, pas comme nous qui vieillissons un petit peu, voilà, on l'accueille parmi nous aujourd'hui et on va lui donner la parole. On va se remémorer un petit peu sa jeune carrière, mais vous voyez déjà derrière lui quelques trophées, de jolis casques, de beaux gants, une petite Formule 1, j'aperçois une McLaren si je me trompe pas. Donc voilà, Exactement. et voilà. Bonsoir, bonjour plutôt, bonsoir, bonjour Théo, bonjour Théo. Salut, enchanté. Bon, comment vas-tu? Très bien. En ce temps de confinement, on essaie de bien se porter. Ouais, exactement. Alors justement pendant ce confinement qui risque de se terminer bientôt, hein, on le sait tous. Voilà, donc comment tu vis la chose un petit peu? Comment tu occupes tes journées? Ben moi, j'ai la chance déjà d'habiter en face de la mer, donc c'est plutôt agréable comme confinement. D'accord. Je pense à tous les gens qui sont coincés à Paris ou dans les grandes villes, dans des appartements. Ouais. Ça doit être difficile. Donc sur ça, je suis plutôt chanceux. Et, euh, et donc moi, j'occupe mes journées avec l'école parce que j'ai encore des cours. Mhm. Du sport, un petit peu. On garde la forme, même si on peut plus aller à la salle de sport. On essaye de s'entretenir physiquement à la maison. Ouais, c'est bien. Et ouais, il faut de toute façon, c'est important parce que quand le confinement va se terminer, il va falloir être prêt pour le restart de la saison et donc va falloir être en forme dès le début. Exactement. Alors c'est justement ça dont on va parler aujourd'hui, donc de ta jeune carrière, hein, on va y revenir très très vite. Le karting, le GT4 France, un petit peu d'Alpine aussi, tu vas nous parler de ça, et puis de Formule 4. Voilà, on a eu la chance, j'ai eu la chance que tu nous donnes pas mal de photos, et je t'en remercie d'ailleurs. Et puis je voulais d'abord redire bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous regardent, Pascal, F1 Actu, que je salue chaleureusement. Voilà, Adrien, Willy, et puis j'espère que Guillaume, ton manager, et que Laurent Cazenave de CD Sport, j'espère qu'ils seront ravis de cette émission et que tout va bien se passer, qu'ils puissent partager. Voilà. Donc je vais inciter les gens aussi à poser leurs questions dans le chat, puisque pendant l'émission, comme je te l'ai expliqué, Théo, pendant l'émission, les personnes peuvent te poser des questions. Et donc, tu peux y répondre, bien sûr. Alors, on peut pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, s'il y en a des questions, j'hésiterai pas à les poser, et c'est toi qui y répondras. Voilà. Donc, merci à F1 Actu, merci à tous ceux qui vont partager ce Pas de live. souci. N'hésitez pas à partager, c'est pour Théo, hein. C'est pour Théo qu'on fait ce live. Avant toi, Théo, on a eu Yannick Dalmas, on a eu hier soir Adrien Pavio, qui est designer de casque et d'auto. On a eu Valentin Bégy aussi, qui travaille, je dirais, en relation avec Adrien pour peindre et concevoir les décorations des casques de Pierre Gasly, de Romain Grosjean, et notamment de Charles Leclerc. Voilà. On a eu aussi Jackie Eclart, qui est un ingénieur en Formule 1, qui a été ingénieur en Formule 1. Voilà, plein de gens. Brandon Maizano aussi, notre parrain de Max F1. Voilà, je vais pas tous les reciter, mais en tout cas, voilà, tu succèdes à tous ces noms, ces grands noms. Renaud Derlot aussi, on a eu il y a pas longtemps. Voilà, du beau monde. Renaud Du beau Derlot monde. aussi, qui nous a mis le feu hier sur le chat, donc c'était super sympa. Il y avait une belle complicité entre nos membres et Max F1. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Voilà. Alors Théo, on va commencer dans le vif du sujet. Raconte-moi un petit peu. Donc je rappelle que tu as presque 18 ans. Tu vas avoir 18 ans bientôt. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers le sport automobile? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Tu étais sûrement très jeune à l'époque. Moi, je le sais parce que je l'ai lu, évidemment. Raconte-nous un peu comment t'es tombé dans la marmite, s'il te plaît. On pose la question à tout le monde, hein, tous ceux qui viennent sur ce Max F1. Ouais. Euh, La marmite, je pense elle est vraiment familiale, la marmite. Tout d'abord, mon père, un grand passionné de voitures. Tout petit, il m'a appris à regarder les belles voitures. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné envie de tout petit, d'être Mhm. dans ce milieu-là, en tout cas, et de l'apprécier. Après, tout petit, j'ai eu la chance justement de commencer en kart. Et c'est là que tout a commencé finalement. C'est là Et que la passion a commencé et que cette envie d'en faire un métier D'accord. est vraiment T'as venue. commencé le karting à quel âge, Théo?
Moi, au début, j'ai commencé à 6 ans et j'étais à Lamballe, au D'accord. GP Circuit de Lamballe, tout près de chez moi, à 6 ans. Et ils m'ont dit que j'étais trop petit en taille. Ils m'ont dit revenez l'année prochaine. Et donc, parole tenue, je suis Ouais. revenu l'année d'après. Et c'est là que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, le karting en Ouais. loisir pour commencer. Et j'ai débuté la D'accord. compétition à l'âge de 11 ans. Alors, donc Lamballe, c'est en Bretagne. Voilà, c'est sur les côtes d'Armor, si je me Exactement. trompe pas. Ouais, je crois qu'il y a encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le Exactement. karting? C'est quoi? C'est la compétition? C'est le pilotage? C'est l'ivresse de la vitesse? C'est quoi qui t'a amené à continuer à faire de la compétition? Et au sein de quel team aussi tu as été? Si tu peux nous raconter un petit peu tout ça, s'il te plaît. Ouais, ben déjà c'est la vitesse. La vitesse c'est quelque chose c'est une sensation qui est pas descriptible. C'est vraiment des sensations. Le pilotage, d'être à 2 cm du sol dans un karting qui va à plus de 120 km/h, c'est une sensation vraiment indescriptible et qu'il faut vivre pour comprendre. Et c'est de là que tout vraiment tout est parti. Et ouais, c'est ça. C'est des sensations qui sont indescriptibles, D'accord. mais qui sont folles, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et puis après, il y a eu quand j'ai commencé la compétition avec Sodicart, dans l'écurie de Sodicart en mini-kart. C'est là que la rage de vaincre est arrivée, Mhm. le goût des victoires. Et ça, c'est quelque chose D'accord. d'extraordinaire Alors aussi. justement, tu parles de victoire, tant mieux, puisqu'ici on reçoit que des champions, ou presque. Je dis bien presque parce que moi je suis pas champion, je suis pas pilote de karting, je suis pas pilote de GT, quoi qu'on va voir ton Audi tout à l'heure, et j'aime bien Audi, j'avoue. Ce sont des très très belles voitures, et on reparlera aussi de la livrée 2020 et de ta livrée 2019. Parce que ce sont deux livrées différentes, hein. Il y aura une Mercedes cette année et l'année dernière c'était une Audi. On en parlera tout à l'heure. Tu parlais de victoire justement. Alors quel est ton palmarès en karting? Qu'est-ce que tu as décroché comme récompense? Alors, dès ma première année en karting, dès l'âge de 11 ans, j'ai tout de suite été champion régional. Et donc, qui m'a permis d'accéder au championnat de France. Et quelque chose de fou, dès la première année de compétition, j'étais un peu inconnu parce que à l'âge de 11 ans, c'était tard. Je roulais avec des gens beaucoup plus jeunes qui avaient commencé beaucoup plus tôt que moi aussi. Et dès la première année, champion de France, super victoire, super expérience et super souvenir dès ma première année. Après plusieurs titres de vice-champion de France dans les catégories au-dessus, j'ai été tout de suite repéré et tout de Mhm. suite pris en équipe de France, le plus jeune espoir français de l'histoire de Ouais, l'automobile chouette. en karting. Et donc, ouais, donc ça, c'était vraiment un début de carrière qui a commencé tard, mais qui est très vite monté. Et, et ouais, c'était vraiment tout s'est enchaîné super vite. Après, j'ai pu accéder au niveau international dans une écurie italienne et, pour faire les le championnat du monde, championnat d'Europe, dans le monde entier. J'étais notamment au championnat du monde à D'accord. Bahreïn, en Arabie Saoudite, une expérience Ouais. que j'oublierai jamais aussi. Et donc voilà, j'ai beaucoup voyagé durant ma Ouais. carrière en karting et c'est des Ok. souvenirs inoubliables. Qu'est-ce que tu retiens justement de ce pilotage de kart? Alors tu me parles de voyage, c'est très bien. Ça t'est déjà aguerri, j'espère pour ton futur. On en parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que t'as apporté le kart en termes d'humain déjà? Qu'est-ce que t'as apporté comme valeur, comme dépassement de soi, parce que ça reste un sport de haut niveau. Tu as fait des championnats qui sont quand même très très élevés. Championnat du monde, c'est pas rien. Euh, comment tu t'es préparé? Qu'est-ce que ça t'a amené comme point positif, comme progrès aussi, de manière générale? Ouais, alors pour moi, le karting, ça a été vraiment Mm. une école pour moi. Du coup, je loupais beaucoup d'écoles et il fallait que j'étais tout le temps sur les circuits. Et justement, en fait, d'être tout le temps sur les circuits avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, parce que je roulais dans des catégories professionnelles dans mes dernières années de kart. Et en fait, ça m'a vraiment appris énormément de choses, de travailler avec une équipe, une écurie, une usine,
de travailler avec des ingénieurs, dans la recherche aussi et le développement pour l'écurie. Et ça m'a appris des valeurs de fou que des gens comme qui ont mon âge n'ont pas pour l'instant parce qu'ils n'ont pas peut-être vécu ce que j'ai eu la chance de vivre. Et ça me permet aujourd'hui de faire des trucs et d'avancer peut-être plus vite aussi. En maturité, c'est ça que tu veux dire? En Et voilà, maturité, ouais. exactement, exactement. Sans Ouais. dévoiler quoi que ce soit, sans dévoiler forcément ton intimité. Et après, je prendrai une première question de ceux qui te regardent. Euh, En termes de voilà, les rapports que tu as avec ta famille, tes parents, ils t'ont toujours poussé. J'imagine que tu vas me dire oui, on va pas les critiquer forcément ici. Mais de quelle façon ils t'ont aidé plutôt? C'est plutôt ça ma question. Parce que les parents, ils peuvent s'inquiéter. La question qui va venir, tu vas voir. C'est très intéressant pour ton avenir parce que euh, j'aime pas parler de moi, mais à la limite, moi j'aurais pu faire du sport à haut niveau, dans le basket par exemple, et j'ai pas eu forcément la chance de pouvoir le faire. Mais c'est pas grave. Je leur en veux pas, bien au contraire, ils étaient plutôt mes parents inquiets pour ma scolarité. Mais toi, tes parents, ils t'ont toujours poussé. Qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter justement pour ça? Alors, faut savoir que mes parents m'ont jamais poussé réellement à faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. C'est toujours moi quand ai eu envie. Oui. Par contre, ils m'ont toujours soutenu, que ça soit mentalement, financièrement aussi, parce que c'est un sport qui coûte très cher. Mm. On a besoin de sponsors pour ça aussi. Et donc, non, ils m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. C'était toujours moi qui l'ai voulu, parce que j'étais vraiment passionné et mordu et je me vois vraiment pas faire autre chose. Par contre, ils m'ont toujours dit que avant le sport, il y avait l'école. Et donc, même si je loupais beaucoup de jours d'école, quand je partais à l'étranger, durant mon année je crois que c'était de troisième, j'ai loupé plus de 150 jours d'école. C'est énorme. Mais par contre, je suivais toujours ma scolarité. Je travaillais dans les avions, dans les aéroports, la piste en séance. Voilà, on prend son cahier, on essaie de travailler un petit peu. Et donc, c'est ça vraiment ils ont vraiment plus poussé la scolarité et ils m'ont soutenu sur le sport. D'accord. Justement, c'est super ça. Justement, c'était la question d'Alban. Pas trop dur de gérer la scolarité et la carrière de pilote en même temps. Si, forcément, c'est quelque chose de difficile. Après, quand on est mordu, comme beaucoup de pilotes, et quand on est passionné, on est prêt à faire n'importe quel sacrifice et à travailler 2 fois plus pour y arriver. Donc ça passe que ça soit physiquement, dans le sport, mais aussi par l'école. Euh, donc voilà, c'est des sacrifices à prendre, même on peut pas sortir, on sort pas avec les copains le week-end. Justement, quand on a un week-end de libre, ben, c'est justement pour l'école, pour travailler. Et, euh, et ouais, c'est ça, c'est juste des sacrifices à prendre. Après, c'est une organisation, comme le travail dans les transports, c'est quelque chose que les gens font rarement. En général, quand tu es dans un avion, voilà, on dort, dans le train, on dort. Ben moi, je travaillais. Et comme ça, j'arrivais sur le circuit, par exemple, pour une manche de championnat d'Europe, et j'avais déjà fait tous mes devoirs. Et voilà, c'était une organisation à prendre. Mais c'est sûr que c'était difficile, D'accord. ouais. Su- Mais après cette organisation, je pense que tu l'as intégrée, tu as réussi à t'en sortir. Alors, tu me dis si je me trompe, hein, mais on a quand même pas mal préparé cette émission. Tu es en terminale ES, voilà, tu es en terminale Exactement. ES, donc tu vas passer ton bac, pardon, normalement à la fin de l'année. Je sais pas trop où ça en est. Moi, j'ai ma fille qui est en première, donc je suis pas trop embêté par ça. Je me suis pas trop renseigné. Qu'est-ce qui va se passer justement à cause du confinement? Là, je parle un petit peu école, hein. Désolé Théo, on t'embête avec l'école, mais toi, les gens s'inquiètent, hein, ils veulent que tu aies le bac. C'est quelque Très chose important. d'important. C'est quelque Ouais. chose d'important. Et justement, tu es dans une classe particulière, je crois, avec la FFSA, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, je suis au Pôle France au Mans, Oui, la FFSA Academy. oui, Et donc, on suit un parcours scolaire avec le CNED. ouais, Donc, c'est des cours en ligne. Mais on a des profs sur place qui nous font des cours normaux. oui. Donc, dans ma classe, on n'est que 4. Ça nous permet aussi d'avancer beaucoup plus vite, même si on a moins de cours, parce qu'on a des plannings qui sont très serrés avec beaucoup de sport, et puis entre les absences, tout ça. Donc, on n'a pas vraiment de cours. Mais le fait d'être 4 dans une classe, eh ben, c'est pas pareil que 30. On avance beaucoup plus vite. Ça nous permet aussi de poser beaucoup de questions, de mieux comprendre. Et donc, ouais, grâce à ça, ça me permet aussi de plus m'absenter et d'être plus efficace à l'école et dans mon sport. D'accord.
Alors c'est particulier ça justement, cette école un peu particulière en lien avec la FFSA. Tu peux nous en dire plus comment la FFSA t'a repéré, notamment pour le karting, et aujourd'hui comment elle te suit, puisque tu fais partie de la FFSA Academy. Tu peux nous en parler un petit peu de ça justement, comment tu as été repéré dans le karting, comment a été détecté ton talent pour le pilotage, et aujourd'hui tu en es venu à être en partenariat avec eux et avoir un système scolaire, enfin un suivi scolaire pour toi particulier. Tu peux nous parler de ça, c'est très intéressant. Moi personnellement, j'ai pas forcément beaucoup de connaissances là-dessus, même si j'imagine ce que c'est. Dis-nous un petit peu ce que ça représente en fait. Comment j'ai été repéré? Je pense que déjà c'était Ouais, ma première année en kart, mon champion de France. C'est de par les résultats, de toute façon, qu'on est repéré, qui montre ça en général, enfin qui permet de se montrer. Donc je pense que c'est ce premier résultat qui a fait que j'ai été repéré. Et après j'ai été sélectionné pour les championnats du monde au Trophée Académie. En fait, c'est un championnat du monde par pays. Chaque pays sélectionne deux pilotes et ça fait un championnat du monde. Et cette sélection, je pense, c'est là que enfin, c'est grâce à mes résultats que j'ai été sélectionné et que du coup je suis rentré dans le giron de la FFS Academy, de l'équipe de France et du pôle France. d'accord. Après, comment ça s'organise à l'école? On n'est que 22 dans l'école, répartis sur de la cinquième à la terminale. Donc on n'est vraiment pas beaucoup par classe, comme je l'ai dit. Mhm. Et du coup, on a aussi beaucoup de sport qui est mis en place. On a une salle de sport à disposition à l'école avec des kinés. On a aussi un suivi psychologique avec une psychologue, de la sophrologie aussi, une diététicienne. On est vachement suivi. C'est vraiment comme c'est un pôle en fait. C'est vraiment un pôle France. Mhm. Donc on a tout un staff technique autour de nous pour nous aider à y arriver et nous monter vers enfin, nous pousser vers le haut le plus facilement Voilà, possible. ouais, Donc voilà. ok. Le sport, ça se caractérise comment? Enfin, à la limite, raconte-moi une journée ou une semaine à peu près, une semaine parce que tu es du coup tu es loin de chez toi parce que tu n'habites pas au Mans dans la Sarthe. Tu sais que c'est quoi une semaine? Quelle est pardon une semaine au Pôle France? Ça fait ça entre les cours, le pilotage, certainement d'autres activités comme le sport. Tu nous en as parlé, c'est très très important. C'est quoi cette semaine type par exemple? Si tu peux nous en parler. Euh, donc nous, on commence l'école le lundi Ouais, après-midi. Donc pourquoi le lundi après-midi? Parce que tout simplement, le lundi matin, ça nous permet de, quand on revient d'une compétition le dimanche soir, de nous reposer le lundi matin. Et ça nous évite d'aller en cours, d'être fatigué, d'être inefficace. Donc on a cette petite matinée pour récupérer, ça c'est top. Donc on commence le lundi après-midi. En général, on commence par une petite séance de sport de 2 heures. Après, on a un cours, que ce soit des maths, de l'anglais. Et donc après, le soir, on dort à l'internat, où il y a certains pilotes qui ont des appartes aussi, des appartements. Donc moi, pour ma part, je dormais à ouais, l'internat avec d'autres pilotes, justement. Et donc le matin, on vient nous chercher à l'internat pour nous emmener à l'école. Il y a une navette qui vient nous chercher du Pôle France. Et donc une journée type, c'est en général, on fait les horaires, c'est 8h, 12h, après 14h, 18h. C'est des cours de 2 heures en général, 2 heures de maths, 2 heures d'anglais, tout ça. Et on a des activités dans la semaine qui sont organisées comme des cours de diététique, comme je l'ai dit aussi, des entretiens psychologiques, de la sophrologie, tout ce genre de petites activités. On a aussi des activités pour nous apprendre à mieux parler, pour les conférences de presse, ouais. tout ça, qui sont très intéressantes et aussi importantes pour la carrière de pilote. Et donc tout ça nous permet d'être suivi, vraiment d'être suivi et de progresser dans tout en fait. Ouais, ouais, bah c'est clair. On sent d'ailleurs que tu es à l'aise. Enfin, voilà, ça a pas l'air de te perturber, ça a pas l'air t'as pas l'air stressé. C'était pas du tout le cas il y a 2, 3 ans. C'est sûr, c'est sûr. Bah justement, le travail paye, l'entraînement que tu fais, les cours que tu fais, ça paye Exactement. et ça, c'est super sympa. Et tu fais bien de souligner que la FFSA prend le temps et je pense qu'elle le fait depuis longtemps maintenant, mais je pense elle fait bien de former justement vous les jeunes, parce que tu es très jeune, de vous former à la communication. On- Voilà, quand on voit tout ce qui se passe sur Facebook, Instagram, les interviews que tu pourrais avoir avec des journalistes, des gens qui suivent le sport auto, vaut mieux pour avoir
une bonne image de toi, et pour pas que tu dises de bêtises aussi, que tu représentes, que tu sois pas apeuré non plus, parce que ça peut faire peur, hein. Je pense que des fois, tu as dû être un petit peu secoué ou timide, allez, tout simplement. Donc voilà, t'aimes bien parler aux médias, justement, le peu, enfin le peu, ceux que tu as déjà rencontrés. Les médias sont assez sympas avec toi ou de temps en temps ils vous embêtent un peu, on va dire. Et ils ont des questions un peu chiantes ou quelque chose comme ça. Je pense que tous les médias me posaient des questions un peu embarrassantes, parce que ça leur fait leur fil Oui, d'actualité. Après, non, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Faut pas tomber dans leur piège. C'est juste ça ouais, faut juste pas tomber dans les petits pièges des journalistes. Mais non, sinon c'est quelque chose qui me dérange pas du d'accord. tout. Ok. Alors là, on parlait du quotidien, Théo. Dis-moi un petit peu, comment dire, comment t'es passé du karting à la monoplace. Donc tu as fait de la Formule 4, d'accord? Formule 4 France, pardon, je vais y arriver. Voilà, Formule Exactement. 4 France. On en parlait hier avec Adrien Pavio qui nous a parlé de NASCAR, il nous a parlé de monoplace, il nous a parlé euh, de, de GT bien sûr, de Caterham aussi. Voilà, donc il a monté dans pas mal de voitures, il a piloté pas mal de voitures, pardon, différentes. Et on parlait de ça justement hier soir avec lui, avec Adrien et Alban que je salue d'ailleurs qui est sur le chat et qui regarde le live. Euh, Quelle est la différence fondamentale pour toi qui l'as vécu entre le karting qui, certes, ça va déjà très vite, il y a des habitudes de pilotage et une Formule 4 que tu vas nous décrire déjà, tu peux commencer par ça. Quel est ce type de voiture, quel est ce type de monoplace, qu'est-ce qu'on attendait de toi et quel est le team d'ailleurs aussi. Voilà. Dis-moi. Alors, Ouais. tout d'abord, il y a dans une carrière d'un pilote en général, on commence souvent par le kart. Je vois tous les pilotes de F1 qui sont actuellement en F1 ont tous commencé par le karting. Après, on peut faire une carrière professionnelle aussi en karting. Il y a beaucoup de pilotes qui sont pros et payés. Après, moi, mon but, c'était de vraiment de viser la voiture, l'automobile. Et donc la F4, donc une monoplace qui fait environ 170 chevaux pour 600 kilos, si je me trompe pas, de la marque Migal, dans laquelle j'ai roulé cette année, enfin Ouais. il y a Miguel, ouais. 2 ans, pardon. Euh, En fait, le kart et la monoplace, c'est quelque chose de totalement différent. On apprend beaucoup en kart, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les bases du pilotage Ouais. qui sont là, le travail avec les ingénieurs qui est super important, avec les mécaniciens, tout ça. Mais la monoplace, c'est vraiment quelque chose de différent. On arrive à quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus de chevaux. On a des suspensions. C'est vraiment totalement différent. Mais le passage du kart à la monoplace, en fait, la monoplace, c'est vraiment l'apprentissage, l'école de la voiture, de toutes les catégories en voiture. Et c'est pour ça que je suis passé du kart à la monoplace et que je suis pas allé en GT parce que je voulais vraiment apprendre les bases, on va dire, de la voiture. Et puis comme tout jeune, je pense que on espère toujours pouvoir aller en Mhm. F1. Et donc oui, le passage en monoplace, c'était aussi pour apprendre, certes, dans l'automobile. Et peut-être s'il y avait résultat, de justement de pouvoir peut-être continuer en monoplace et d'essayer, je dis bien d'essayer, d'accéder à la Ouais. Formule 1. Alors justement, j'en profite. On essaye de sortir un petit peu du cadre et de la question que je viens de te poser. Et je te remercie pour ta réponse, c'est très très précis. 600 kilos, 170 chevaux. Allez, t'as quoi? T'as 15 ans? T'as à peu près 15 ans quand tu la pilotes, cette voiture. Voilà, Ouais, on va la montrer exactement. juste après. Pendant que tu réponds à la question de... Il est passé où Karim Gou qui nous rejoint, qui nous a rejoint sur le chat. Merci Karim de nous suivre. Karim, il te pose la question toute simple, hein. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ton rêve absolu, quel est-il? En pilotage, bien sûr. Moi, au jour d'aujourd'hui, après avoir conduit beaucoup de différentes voitures, réellement, mon rêve, c'est d'être pilote pour une écurie en GT et de participer, que ce soit aux 24 heures du Mans, aux 24 heures de Spa, toutes les grandes courses en GT. Le rêve de la F1, je dis pas qu'il est pas dans ma tête parce que c'est vraiment quelque chose c'est un rêve, ça fait rêver tout pilote. Mais aujourd'hui, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment la GT, être pilote professionnel en GT. Ouais. Ok. Euh, donc, pas de Formule 1, pas de Formule électrique, mais GT. Alors, c'est très bien, hein. Je t'entends parler, c'est génial. Tu parles
tu me parles des 24 heures du Mans. Alors c'est sûr que t'es à la bonne école là où tu te trouves. Ça doit parler Le Mans tout le temps dans ton école là, de la FFSA justement. Voilà. Exactement. Pourquoi ce... Alors c'est... Encore une fois, hein, il n'y a aucune obligation de ne pas vouloir être en F1, hein. C'est pas un crime, bien au contraire. Les 24 heures du Mans, c'est aussi très très prestigieux. Et, euh, et comme dit Pascal Maradi sur le chat, tu as presque 18 ans et tu es déjà très très lucide. Et c'est effectivement ce que j'ai remarqué en préparant l'émission. Tu es assez lucide, assez posé. Et on sent que tu sais où tu vas. Donc ça, c'est plutôt super sympa. Alors que Guillaume Bréard, que tu connais, ton manager, arrive sur le live. Voilà. Donc bonsoir Guillaume, et merci de nous Bienvenue avoir. à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, exactement. Donc ils sont pas mal. Euh, pourquoi le GT? LMP1, Euh, LMP2, non, c'est pas. alors, en fait, pourquoi le GT? Parce que tout simplement, la F1, c'est un monde qui est pas inaccessible, parce qu'il y en a qui sont, donc c'est quelque chose qui est pas inaccessible. On l'a vu, il y a des pilotes de tout horizon qui ont réussi en F1, mais après, c'est des places qui sont limitées. Il y en a que 20. Voilà, c'est un sport qui coûte très, 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 très cher. Oui. Donc, si on veut y arriver, soit on est milliardaire, soit on rentre dans une filière une filière, c'est-à-dire Red Bull, la filière Red Bull, ou la filière Ferrari ou la filière Renault. Et donc là, faut être détecté. Malheureusement, j'ai pas fait une super saison en F4 et donc j'ai pas eu la chance justement d'être détecté. Mhm. Et donc j'ai vu mes chances, mes espoirs de la F1 se réduire. Et à un moment donné, il faut être lucide et justement, comme tu l'as dit, de persévérer et de vouloir tout le temps viser la F1 quand on sait très bien à un moment donné Bien sûr. que avec le recul que c'est pas possible, il faut se diriger vers autre chose. Et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé regarder la F1 à la télé, mais ce qui m'a vraiment passionné et que je pouvais rester vraiment des heures devant la télé, c'était les 24 heures du Mans. Mhm. C'est une course qui m'a toujours fait rêver et je préfère regarder les 24 heures du Mans que regarder la F1 actuellement. Ouais, je comprends. Et donc c'est pour ça tout simplement que je me suis dirigé vers la GT. Ok. Et au niveau sensation de conduite aussi, quand je suis monté dans une Porsche, une GT4 pour la première fois, première GT que j'ai conduit. Ben j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise que dans une Mhm. monoplace. Ouais, c'est ça. Je me sentais vraiment beaucoup plus à l'aise. J'étais plus dans mon environnement. Ok. Comme d'autres pourraient choisir le rallye, ben moi c'était la GT. D'accord. Ok. Mais comment dire, il y a Eric Prigent qui nous dit il y a un super potentiel. Il y a un super potentiel en wake et la discipline est loin d'être obsolète. Un futur Duval ou Sarrazin, il suit les traces de Exactement. Laurent, des super jeunes. Bah oui, on te le Exactement. souhaite. Ouais, vas-y. Il y a les pilotes de F1 sont très connus, avec beaucoup de renommée, donc c'est ça qui fait rêver. Il y a beaucoup de pilotes qui sont professionnels, qui vivent de leur passion. C'est un métier. Bien sûr. Et moi, c'est ça que je veux. C'est pas non plus, j'ai pas envie d'avoir justement la folie de l'argent, de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vivre de ma passion. Ouais. Et c'est vers là que j'ai envie d'aller. Ouais, Et ouais. c'est sûr que pour ça, le GT, il y a beaucoup plus d'opportunités. Oui. Il y a beaucoup plus d'écuries, de constructeurs. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus ouais, d'opportunités et de portes ouvertes, en fait. Ouais. Et le DTM, alors le DTM, c'est quand même une discipline particulière, hein, c'est une discipline allemande, tu le sais très bien. C'est quand même particulier. C'est pour certains Français, il y en a eu quand même quelques-uns en DTM, mais c'est une discipline que tu suis, ça, que tu regardes de près, qui pourrait te faire rêver au-delà des 24 heures ou d'un championnat du monde de wake ou d'autres disciplines d'endurance qui sont un petit peu moins huppées, on va dire. C'est quelque chose que tu imaginerais ça dans ta tête, le DTM? Pourquoi pas? Je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, à partir du moment, et je le dis avec un grand sourire, à partir Ouais. du moment où si je peux me permettre, les fesses dans une voiture et que je roule, je suis super content. Hmm, Donc, ouais, peu importe dans laquelle voiture je roulerai, hmm. du moment que je roule et que j'arrive à vivre de ça, les portes sont grandes ouvertes. Et ouais, le DTM, c'est quelque chose que je suis. Ça fait à la télé, ça rend des super courses, ça fait des super courses, un super visuel. Et donc oui, c'est quelque chose qui m'attire aussi. Après, c'est quelque chose en tant que Français
qui est peut-être un peu moins accessible, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment allemand. C'est très, Ouais. j'ai pas envie de dire que c'est fermé, mais on n'a pas vraiment de contact Si, c'est un sur petit le peu DTM. fermé. C'est un petit peu fermé. Voilà. Ouais, C'est pour ça que je t'ai exactement. posé la question un peu différemment. Ouais. Alors, prends pas la grosse tête, hein, Théo. Reste bien sur terre, reste bien avec moi. Quel bonheur de voir un jeune avec autant d'aplomb et d'humilité. C'est signé Eric Prigent. Merci beaucoup. Willy qui va te faire sourire après. Très structuré dans ta pensée. Félicitations, jeune homme. Ça, c'est Pascal qui le dit. Voilà. Donc, on descend sur terre avec le code de la route. Il y a Willy qui plaisante un petit peu. On a bien plaisanté sur Max F1. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, le code de la route plus piégeux qu'un vibreur mal pris. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, C'est moi, pas faux. j'ai passé mon permis en octobre, Oui. si je me souviens bien, ouais. Mm. Et c'est vrai que moi, j'ai des copains qui me disent, mais le permis, ça doit être super facile pour toi, tout ça. Mais il Et faut non. savoir que c'est vraiment deux mondes différents. Bah oui. C'est vraiment deux choses différentes. Ouais. Certes, on a un volant et des pédales. Donc pour ça, oui, Pour c'est ça, vrai que ça doit aller. Ouais. c'est un peu plus simple. Mais le code, c'est pas du tout les mêmes règles qu'on a sur un circuit. Mm. Et nous, il n'y a pas de radar, c'est pied au plancher. Donc ouais, c'est plein de règles à apprendre qui sont nouvelles et donc c'est pas du tout pareil. On peut pas comparer les deux. Et sur la route, faut vraiment rester prudent parce on a d'autres gens avec nous qui sont peut-être pas aussi lucides qu'un pilote, qui ont peut-être pas les mêmes réflexes. Et donc, faut vraiment être prudent là-dessus. Et c'est pas parce qu'on est un pilote sur un circuit qu'on doit se prendre pour un pilote sur la route, pas du tout. Mm. D'accord. Et on peut pas doubler par la droite, hein. On est Non, bien d'accord. Voilà. exactement. Voilà. On t'a vu œuvrer dans le clip et c'est sympa. T'es le premier invité de Max F1 où on a fait un clip un peu particulier avec ton pilotage. Donc il y avait une Alpine, il y avait ton Audi, il y avait du kart. C'était super super sympa. Et donc effectivement sur la route on peut pas doubler par la droite. Enfin, faut éviter, c'est interdit. Et puis comme tu dis c'est pied au plancher. Donc voilà. Donc tu l'as obtenu, c'est bon. Ouais, je l'ai eu. Voilà, tu l'as eu. Voilà. Comment tu peux m'expliquer qu'on peut passer le permis avant 18 ans? J'ai raté quelque chose? Ouais, c'est 17 ans et demi le permis Ah ouais, je savais qu'on pas. peut passer. Et D'accord. donc moi j'ai fait de la conduite accompagnée et donc après je l'ai passé directement. Et c'est 17 ans et demi qu'on peut passer le permis, mais on peut conduire qu'à partir de 18 ans. Ah voilà, tu peux le passer, mais tu pourras Ouais, conduire que allez, le 4 août. voilà, le 4 août, j'allais le dire, le début août. Bon bah c'est bien, ça approche, ça approche. Voilà. Ouais, Euh, Si tu brûles un feu rouge, tu as le droit à un drapeau rouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que dit Pascal sur exactement. c'est ça. C'est ça, exactement. Ok, Pas mal la alors, phrase. ouais, c'est bien. Non, mais on a bien rigolé hier soir aussi, hein. On s'est bien marré. Il y a quand même pas mal de bonnes questions et c'était super sympa. Euh, on, on va faire vite fait la transition vers, enfin pas vite fait, on va faire la transition maintenant vers le team Ores Racing que tu as rejoint en 2019 et puis le team CD Sport que tu as rejoint en 2020. Une dernière question de Marion qui nous suit, qui est administratrice de Max F1. Rebonjour Marion du coup. Et si tu étais détecté, la F1 deviendrait-elle un objectif ou resterais-tu orienté, comme tu l'as dit, sur les 24 heures et l'endurance? De la GT, le retour en Ouais, arrière est très compliqué. bien sûr. Euh, c'est de haut niveau en monoplace de venir en GT. Mais pour un pilote de haut niveau en GT, Mm, d'aller en monoplace, c'est quelque chose de mm, très compliqué. bien sûr. Et donc, en fait, je me pose même pas la question parce que enfin, c'est pas possible d'être détecté en GT pour de la monoplace. Mm. Alors tu nous as menti Théo. Il y a des radars sur les Pour circuits. Il y a des radars sur les circuits pour détecter les vitesses. dans les stands, Ouais, dans les stands, dans voilà. les stands, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Dans les stands, on a une limite de vitesse à respecter pour justement des questions de sécurité aussi. Exactement. Alors sur le circuit, les vitesses sont prises avec des systèmes GPS, j'imagine, ou des systèmes embarqués avec Ouais. des. Ouais, c'est des cellules embarquées. Voilà. Donc te fais pas flasher dans les stands, mon cher Théo. Voilà. C'est Non, c'est- c'est- il c'est- vaut mieux c'est- pas. c'est limité à combien en GT dans les quand tu as fait le GT4 GT4 France, c'est limité à combien dans les stands? C'est 60 km heure dans les stands. 60. Hmm. Sauf à Pau, Pau-Ville, les stands sont très, très étroits et là c'est 50 km/h. D'accord. Ok. Ouais, Il y a c'est. certaines exceptions, je crois que même qu'à Monaco, je suis pas sûr. Oui. À Monaco, je suis pas sûr que ça soit 50, mais j'ai un doute. Monaco, je dirais que c'est 60 et 80 pour les grands prix classiques.
Ouais, en F1, ils vont plus vite, ouais. Ouais, exactement. Mm. Mon cher Théo, on va basculer sur le GT4 France. Voilà, donc là à l'écran, on a des belles photos que tu m'as envoyées. Donc ton Audi, tu vas nous parler un petit peu de cette voiture, de cette belle livrée. Alors en 2019, donc tu as fait le championnat de France GT4, donc dans le team Ores Racing, pardon, je dérape. Exactement. Ores Racing, pardon. Tu étais accompagné d'un coéquipier, allez, on va dire qui est quand même relativement connu. Tu me dis si c'est ça, c'est Olivier Pernaut, le fils du célèbre présentateur Exactement. des journaux de 13 heures sur TF1. Voilà, donc on avait Adrien Pavio qui était sur TF1 hier, on reparle de TF1. Voilà, un gros coucou à TF1, on les adore. On aime bien aussi d'autres chaînes évidemment qui retransmettent le sport auto, puisqu'on est assez libre de dire ce qu'on veut, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Comment tu as été recruté, Théo, pour intégrer Ores Racing et piloter cette belle Audi qui est magnifique. J'adore les couleurs rouge, noir et blanc. Ce sont les plus belles couleurs qui existent. On va dire ça comme ça. Comment t'as été recruté? Ouais, j'adore. Tu me la montreras Ah, un jour, hein. on dit pas ça à un Breton. Un Breton, c'est le pays du rouge et noir. Ah ouais, je sais. Guingamp, Rennes, en foot. Ouais, ouais, exactement. Ouais, le Stade Rennais. Exactement. On parlera foot plus tard. Il y a pas de souci. Tu suis le foot? Ouais, tu suis le foot un petit peu? Ouais. Non, pas vraiment. Je suis Ouais, pas vraiment le foot. d'accord. Alors comment t'as été approché par cette équipe? C'est par connaissance? Ou où tu as eu des tests, c'est du relationnel, voilà, comment ça se passe un petit peu le recrutement pour intégrer une écurie comme Race Racing? Bah exactement. En fait, c'est de part de la connaissance d'un ingénieur, un ingénieur que je connais très bien, à qui je fais entièrement confiance, et justement qui m'a dit que Corée cherche un pilote pro, un pilote silver, pour faire la saison avec Olivier. Et donc c'est comme ça qu'on a été mis en relation. Mhm. Après, on s'est rencontré avec Olivier. Le feeling est tout de suite très bien passé. Olivier, c'est quelqu'un qui est super gentil. Ouais, c'est quelqu'un qui est super gentil, qui est très vite, qui est un très bon pilote amateur. Parce qu'il faut savoir, quand j'étais T4, c'est un championnat où il y a un pilote silver et un pilote bronze, donc un pilote pro et un pilote amateur. Très bien. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, de part d'une connaissance. Et le feeling est tellement bien passé que voilà, on a décidé de faire des tests ensemble. Ça s'est super bien passé, et donc c'est pour ça qu'on a fait la saison ensemble. D'accord. Alors, cette saison 2019, c'est combien, tu peux nous expliquer, c'est combien d'épreuves, comment la voiture est préparée? Donc déjà, je pose trop de questions en même temps parfois, excuse-moi. Mais déjà, c'est combien d'épreuves, quel type de circuit tu as fait et où surtout? Voilà. Et après, je prendrai la question de Guy. J'ai vu ta question, Guy, pour le retour du GT cette année. Voilà, on va voir s'il y a plus d'informations et tu nous en parleras tout à l'heure de 2020. Voilà, on va y aller dans l'ordre pour qu'on ait notre fil rouge, Euh, puisque ouais. sinon on va s'y perdre. Voilà, raconte-moi un petit peu comment se passe ce championnat. Donc le championnat de France GT4, c'est un championnat qui se déroule sur 6 épreuves. Mhm. Donc c'est un championnat sur 6 week-ends. Notamment, on a été à Spa cette année. Enfin, l'année dernière, on a été à Spa, à Manicourt. Ouais, On a fait le circuit de Deauville, le début de saison à Nogaro, les Coupes de Pâques, le Castellet. On a été aussi à Lénon. On voyage un peu en France et aussi autour de la France. Il y a 2 ans, ils étaient à Barcelone aussi. Donc on a été sur des circuits très sympas, très cool. Et donc c'est un championnat qui permet de rouler avec plusieurs voitures finalement. Dans le championnat, il y a des Porsche, il y a des BM, des Audi, Aston Martin, Alpine notamment aussi, Mercedes. Voilà, donc il y a plusieurs constructeurs qui sont engagés dans le championnat. Et donc c'est un championnat où justement il y a une grande diversité de constructeurs, et c'est ça qui fait des super courses. mhm. Quels sont les différents constructeurs justement? À part Audi, il y a sûrement Mercedes, bien sûr. Il y a quoi comme constructeur? Il y en a d'autres? Ouais, comme j'ai dit, il y a Ouais, BM, ouais, Mercedes, Porsche, ouais. Audi, Aston Martin. Même aux États-Unis, ils roulent avec Chevrolet, avec Ford aussi. Ouais, il y a pas mal de constructeurs. Mm. Ouais. Ok. La saison se prépare comment?
en GT4 quand tu étais avec Ores. Il y a 6 courses, tu nous l'as dit. Alors au Castellet, j'aurais pu aller te voir, c'était au mois d'octobre l'année dernière, si je me trompe pas. Mais j'ai pas pu y aller, c'est dommage. J'aurais peut-être pu Exactement. te croiser. Ouais. C'était les rencontres FFSA, c'est ça? Enfin, rencontre, c'est pas tout à fait le bon terme. C'était les finales FFSA, c'est ça? Ouais, C'était exactement. dans ce cadre-là. En fait, c'était la finale de toutes les catégories en France. Ouais. Exactement, voilà. Donc le directeur du Paul Ricard, j'en profite pour le dire, le directeur du Paul Ricard, donc Stéphane Clerc, qui sera à ta place mercredi prochain, le 29 avril à 20h30. Voilà, on parlera circuit. Voilà, donc je fais un petit coup de pub en passant, Théo. Ah, c'est ça, hein, la radio, il y a toujours de la pub. Voilà. Euh, oui, Exactement. ouais. Donc la préparation pour piloter ce type de véhicule, d'automobile, donc de sport auto. Ça se passe comment? C'est longtemps avant le début de la saison? Ça se passe comment? Vous faites beaucoup de tours? C'est fréquent? Ou finalement tu regrettes de ne pas avoir peu de préparation? Dans la voiture, réellement, on n'a vraiment pas beaucoup d'essais. Comme je l'ai dit, c'est un sport qui coûte très cher et même les tests coûtent cher. Réellement, on a 3-4 séances de 3-4 journées avant la saison. On peut monter dans la voiture pour s'entraîner. Mais il y a un gros travail de préparation avant, le travail que justement on peut faire et justement qui participe à la réussite, c'est tout ce travail physique, tout le travail mental pour arriver prêt le jour de la compétition et d'arriver le plus justement le plus complet possible, le plus près possible et justement avoir que à s'occuper du pilotage et de la voiture. D'accord. Quelle relation tu as avec le team tout au long de l'année? Évidemment, en course, on imagine bien sur un week-end de course les relations que tu as. Sur Max F1, il y a quand même beaucoup de passionnés et ça, on n'a pas besoin de le rappeler forcément. Mais voilà, vu que c'est 6 courses par an, c'est pas énorme. Quelle est la relation que tu as En quand il y fait, a le pas... truc Ouais, c'est que vas-y. justement pour pouvoir arriver à avoir une grande complicité, parce que c'est vachement important d'avoir une super complicité avec ses ingénieurs, ses mécaniciens, pour pouvoir bien communiquer et avoir justement cet esprit de vouloir gagner et justement d'entraide. Donc c'est important d'avoir vraiment cet esprit de cohésion. Mhm. Et donc c'est pour ça que tout au long de la saison, on s'appelle très souvent, même le coéquipier Olivier, on s'est changé très souvent des messages. Voilà, c'est comme une deuxième Bien famille sûr. en fait finalement. D'accord. On a des liens très proches pour pouvoir pendant le week-end de compétition tirer le maximum et le Hmm. meilleur. Alors, on va parler un petit peu de choses qui fâchent quelque part, mais c'est la loi du sport, hein, on gagne pas toujours. En sport auto, il n'y a pas de match nul. Il y a toujours un vainqueur, quoique. Parfois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de vainqueur, mais c'est extrêmement rare. Qu'est-ce qui a pas fonctionné et qu'est-ce qui a fonctionné aussi, bien sûr, chez ce team Ores Racing que je salue, bien sûr. Qu'est-ce qui a pas très bien fonctionné dans cette année 2019 pendant ce championnat? Qu'est-ce qui a été un petit peu compliqué pour vous? Et puis qu'est-ce qui a marché aussi, bien sûr, hein. Ouais. En fait, c'est un partenariat qui s'est fait assez tard quand même dans la saison, donc je pense qu'on a manqué Mhm. de bonne préparation. Après, on a vraiment fait preuve de malchance, et là, je peux le dire, c'était vraiment de la malchance durant la saison. Dès la première course à Nogaro, première course, on crève. Voilà, c'est quelque chose, c'est un paramètre qu'on peut pas, on peut rien faire sur ça. Une Ça, crevaison, c'est sûr. ça peut arriver à toutes les voitures. Et puis même toute la saison, on a subi des accrochages et c'était vraiment à aucun moment c'était de notre faute. Euh, voilà, après c'est les aléas de la course. On perd plus souvent qu'on gagne en général et c'est pour ça que le goût de la victoire il est extraordinaire et c'est pour ça qu'on a toujours envie de gagner. Mais oui, ça fait partie du sport automobile. C'est sûr que c'est décevant sur le coup, mais il faut toujours se relever et essayer d'être plus fort. Après, on a montré de belles choses avec Ores. On a montré qu'on pouvait être vite. À Spa, on fait deux top 10, c'était top. On a montré que la voiture était performante quand même, que moi, je pense que j'étais au niveau, qu'Olivier aussi. Et voilà, après, c'est de multiples paramètres qui ont fait que ça n'a pas été, mais il n'y a pas de faute Oui, oui, oui. sur Le but, c'était pas quelqu'un ni sur forcément quoi que ce soit.
de désigner des coupables, hein, justement en parlant avec Guillaume, Guillaume Bréard, donc ton manager, on en avait parlé de ça justement. Vous n'avez pas eu de chance, des accrochages, mais ça c'est la course, hein, ça arrive. Voilà, ouais, c'est pas Exactement. forcément, ça peut être des aléas de course comme tu dis. Voilà. Une question d'Adrien. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ne pas... Waouh. Ah, oui. T- Bref, oublie. Je viens de te poser la question en fait. Je l'ai vu en décalage. C'est pas grave, ça arrive. C'est des aléas du direct. Vous avez fini combien? Excuse-moi, ouais. Votre classement final, c'était... On a fini 16e sur 44 44. équipages, je crois, au départ. D'accord. Ouais, c'est pas Ouais. si mal finalement. Alors, c'était quoi l'objectif? Il y avait un objectif avant la saison? L'objectif, c'était clairement de rentrer dans le top Ouais. 10 et au vu des premiers essais à Nogaro, c'était vraiment de rentrer dans le top 5 du championnat. Après, ouais, on a eu vraiment un manque de chance sur les 12 courses. Enfin, en fait, il y a 2 courses par week-end, donc 6 courses, donc ça fait 12 courses au final. Et sur 12 courses, on allie l'arrivée que de 5 courses sur les 12. Donc, on a pu marquer que très peu de points. Et sur les très peu de points qu'on a marqués, on a toujours eu des très bons résultats. À chaque fois qu'on a réussi à franchir la ligne d'arrivée, parce qu'on n'a pas eu de casse ou on n'a pas eu de crevaison ou d'aléas négatifs, ben, on a réussi à marquer des gros points. Mais je pense que si on avait réussi à avoir justement ce phénomène de malchance qui aurait pu disparaître, on aurait pu marquer beaucoup plus de points et le top 10 était vraiment jouable. Et après, le top 5, je sais pas, mais c'est quelque chose avec les si, on peut toujours refaire une Oui, oui, saison, on oui. peut refaire Bien sa vie. sûr. Mais oui, c'était quelque chose d'envisageable et c'était en tout cas l'objectif de début de saison. D'accord. Je rappelle que Spa, si je me trompe pas, c'est le début de la saison, c'est ça? Alors c'est un championnat national Non, France, c'est le championnat de France, mais il y a une course à Spa en Belgique, c'est ça? Et c'est pas forcément le début de la exactement, saison. ouais. Non, en fait, normalement, le début de la saison se fait aux Coupes de Pâques. Les Coupes de Pâques qui est vraiment l'entrée de saison de tous les championnats en France. Mhm. Un événement où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ils accueillent plus de 70 000 spectateurs. Donc, c'est vraiment Ok. un événement génial. Avec la balade dans Nogaro, c'est vraiment super top. La parade, tout ça, c'est un événement qui est super génial. Ouais. Même en tant que spectateur, je pense. Bah oui. Et donc, on commence la saison par là. Après, là, du coup, on n'a pas pu disputer les Coupes de Pâques, comme c'est le cas depuis longtemps, parce que malheureusement, avec le coronavirus euh, ce phénomène de quarantaine, mais du coup, pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles comment ça va se passer, où va commencer la saison 2020. Oui. Euh, mais en tout cas, normalement, on commence par les Coupes de Pâques à Nogaro. Et après, ouais, comme je l'ai dit, on peut aller à Spa, on peut aller aussi, il y a 2 ans, ils sont allés à Ouais. Barcelone. Il y a aussi des courses qui se passent en dehors de la Voilà. France. Bon, pas très loin finalement, mais oui, qui sont quand même à l'étranger, puisque On est toujours proche, ouais, oui. toujours proche, ouais. Ok. Euh, Quand un retour du GT Tour à l'Odénon, pardon. T'as des nouvelles là-dessus? Euh, l'année dernière, on a fait Ouais. une manche de championnat à l'Énon. Après cette année, je sais pas encore vraiment. On n'a pas de nouvelles pour 2020 sur le futur Ouais, planning parce que tout est bien chamboulé. sûr. Toutes les semaines, il y a des nouvelles, des nouveaux chamboulements et du coup, on sait pas vraiment ce qui va se passer pour 2020. Voilà. Ouais, on voulait savoir. Donc, Ouais. je sais pas si on va réellement se tourner à l'Énon cette année, mais on verra bien et je pense que les semaines suivantes nous le diront. Exactement. De toute façon, aujourd'hui, voilà, on attend les nouvelles du gouvernement mardi. Le Premier ministre va s'exprimer vers 15 heures, je crois, devant l'Assemblée nationale. Donc, je crois que tu seras attentif. Et il va peut-être te dire, ouais, c'est bon. Le Premier ministre, il va peut-être dire, voilà, c'est bon, les courses, c'est reparti, on y va. Non, ça m'étonnerait. Ça va être assez complexe. Et je crois qu'il est urgent d'être En patient. tout cas, Ouais, on croise les doigts et c'est tout ce qu'on ouais, espère. Malheureusement, il faut être objectif et ils l'ont très bien dit à la télé. Les événements sportifs et les rassemblements sportifs sont pas une priorité exactement, pour le bien moment. sûr. Et en soi, ils ont raison. Vraiment, faut privilégier la santé de tout le monde. C'est vachement important. Et c'est vrai que le sport, même si c'est quelque chose que bah, pour moi, c'est toute ma vie, c'est très Oui, important. C'est quelque chose qui passe vraiment, c'est secondaire. exactement. On est bien d'accord. J'ai rien à rajouter à ça. C'est exactement ce que je pense. C'est parfait. Revenons maintenant à la piste, Théo. Quel est ton circuit préféré? T'en as trois, je crois. Il y a Il y a, il y Hockenheim, a- non? Ouais, j'aime bien Hmm. Hockenheim. Après, il y a tellement de circuits qui sont bien. Je pense que ça dépend aussi vachement de la voiture dans laquelle on Ouais, roule. J'aime beaucoup Imola en oui, Italie.
J'aime beaucoup ce circuit. J'aime beaucoup le Castellet en France, un circuit que j'aime bien. Spa, j'adore. Je pense que Spa, vraiment Spa, un de mes circuits préférés, ouais. Ouais. Spa. Le Rédillon, ça se passe bien? Après, il y a beaucoup de. Le Rédillon, Ouais, un virage mythique. C'est le virage que les pilotes bien sûr. adorent, je pense. La sensation de vitesse, la compression au milieu, c'est un virage qui est fou et je pense qu'il y en a que un comme ça dans le monde. Ouais. On va s'arrêter sur le Rédillon parce que tu vois, tu parles de ça, c'est génial. Tu te rappelles la première fois que tu l'as pris? Que tu Ouais. l'as, ouais. Ah, on l'oublie pas, je pense pas. Je pense pas qu'on l'oublie. Ouais, C'était en monoplace en F4 là, pour la ouais, première en fois. F4. Mm, Et c'est vrai que quand on se retrouve en bas, on a vraiment un mur en face de soi. mm, Et on dirait pas comme ça à la télé, mais quand on fait le tour à pied, par exemple, ouais, bah, ça fait les cuisses. Ça fait les cuisses parce que ça monte beaucoup. mm, Et on a vraiment cette impression de se retrouver juste devant un mur. ouais. Et de Et on se dit décoller. waouh. Mm, Non, on s'est dit waouh. Juste le premier tour, c'est vraiment l'impression qu'on a. Après, on l'oublie avec et- les autres paramètres de la course. On oublie ce phénomène de mur et voilà, on n'est plus vraiment impressionné. Mais c'est un virage qui est fou à prendre, quoi. ok. Magnifique, des bons souvenirs. Et Imola, alors Imola, c'est évidemment un peu triste, ce circuit. On fera une soirée Ayrton Senna sur Max F1 le 1er mai avec, Elle est là. voilà, elle est là, voilà, La c'est McLaren pour ça. MP4 Ouais, 1988. exactement. Elle est là aussi derrière moi. On la voit pas tout à fait. Elle est un petit peu loin. Si, si, on la voit. Elle est à côté de l'auto hebdo. Et puis de l'autre côté, il y a la Williams de Senna. Donc malheureusement, le 1er mai 94, on sait ce qui est arrivé. Et donc on fera une soirée, alors pas forcément triste, hein, bien sûr. On va se remémorer de très 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 belles choses avec Hilario qui nous suit et puis le journaliste Bollet. Voilà, Monsieur Bollet, ça va être formidable. Il a connu Senna. Donc on va faire une très très belle soirée. Je t'invite à la regarder, Ouais, Théo, le 1er mai sur Max F1, comme toi, à ta place. avec Hein. Ils plaisir. seront à ta place, voilà. Et donc il y a que du beau monde sur Max F1. Voilà, donc on va se régaler. On va parler de la carrière d'Ayrton, donc 26 ans plus tard. Voilà. Ensuite, Théo, la saison n'a pas commencé, mais tu as été recruté par CD Sport. C'est pour ça que j'ai mis dans cette présentation, tu appartiens entre guillemets à CD Sport. Raconte-nous un petit peu, alors pas l'intitulé du contrat, mais euh, même si Laurent Cazenave m'a raconté, ton team manager, comment il t'a recruté, ce qu'il pense de toi, qu'est-ce qu'il a envie pour toi. Alors évidemment, il a envie du meilleur, on est bien d'accord. Euh, Comment CD Sport t'a approché, sans dévoiler forcément des choses secrètes, hein, on est bien d'accord, mais comment tu es passé de Ores Racing à CD Sport pour la saison 2020 qui Moi, à n'a la pas fin de la commencé, bien sûr. saison, Ouais. moi, à la fin de la saison avec Ores, j'avais envie de changer de voiture et j'ai essayé la Mercedes et c'est vrai que je me suis senti tout de suite beaucoup plus à l'aise dans la Mercedes que l'Audi. Ça c'est clair. Et donc en fait, c'est pour ça que je me suis dirigé vers CD Sport qui avait fini troisième en 2019. Donc ils ont fait un super résultat, sérieuse. Donc je me suis dirigé vers eux. On a fait un test ensemble qui s'est super bien passé. Et je pense que moi j'ai été très content d'eux et eux contents de moi. Mhm. Je sais pas ce qu'il t'a dit, euh, mais c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, Ouais. c'est vraiment de par leurs résultats qu'ils ont fait et puis le test très concluant qu'on a fait ensemble. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir avec eux en 2020 et de leur faire confiance. Ouais. Alors, c'est des sports, c'est des sports, on va revenir sur toi après. J'aurais dû faire l'inverse. Parfois, je fais pas bien mon métier. C'est des sports, c'est une école de pilotage avant tout. Exactement. Voilà. De base, ils font des stages de pilotage Oui. et je vous invite, si vous voulez avoir une expérience dans une monoplace, dans une voiture de course, bah, allez contacter Oui. et voilà. On mettra sur Max F1 ton interview, après ton live. C'est prévu, hein. Je mettrai le lien vers CD Sport puisque Laurent Cazenave nous a autorisé aussi à te recevoir, donc c'est un juste retour des choses. On mettra un lien vers CD Sport, école de pilotage depuis 20 ans. Donc il y a une véritable expertise hein, dans la formation des jeunes et dans le perfectionnement du pilotage des plus vieux aussi, je crois. Hein. Il y a aussi des pilotes qui sont plus âgés qui se perfectionnent avec CD Sport, donc c'est super intéressant. De mémoire, leur, euh, leurs ateliers sont situés à Pau, je crois. Exactement. Voilà.
Donc les Palois, c'est des sports les Palois. Donc super, troisième au championnat de France, ça c'était toi. Voilà, donc à savoir-faire, pardon, excusez-moi, donc avec les jeunes, et c'est super, super sympa. Alors ce qu'ils m'ont dit de toi évidemment, pas grand-chose, puisque d'abord ça me regarde pas, et puis ils veulent surtout avoir des bons résultats. Mais j'ai lu sur ton petit blog, et ça va un petit peu faire la corrélation avec ce que m'a dit Laurent, même s'il a rien dévoilé de particulier. On est bien d'accord. Sur ton blog, c'était performance, perfection, passion. Les 3 P. Exactement, la règle des 3 P. Ouais. Exactement. La règle des 3 P. Ok. Alors on a eu on va y revenir sur ces 3 mots. On a eu le directeur de Rébellion Racing. Tu connais Rébellion, j'imagine. Kalim Boidra est venu il y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur À ta place, encore une fois. Il nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Et c'est les 3 P aussi. Et moi, j'avais rajouté plaisir. Et ça, je pense qu'il faut pas que tu l'oublies, toujours garder ce plaisir. Puis Ouais, c'est vrai que c'est super exactement, important aussi. exactement. Ouais. C'est vrai que c'est super important parce que faut toujours monter avec la banane dans la voiture. C'est vrai que c'est con à dire, c'est tout bête, mais il y a beaucoup de pilotes qui montent dans la voiture et qui sont soit forcés, mais qui sont pas réellement contents. Et c'est ça qu'il faut en fait. C'est le plaisir et cette joie de monter dans la voiture après amène la performance et pas l'inverse. Ok. Euh, tu l'as ce plaisir, hein, on le sent, la passion aussi. La perfection, c'est compliqué en sport auto, tu trouves? C'est difficile à atteindre sur une saison, je parle, hein, pas quand tu auras 30 ou 40 ans ou plus. Ouais, on est bien La d'accord. perfection, on l'atteint jamais. Toujours. La perfection, on l'atteint jamais réellement. Même un pilote de Formule 1 comme Lewis Hamilton, qui est arrivé à faire ce qu'il a fait au jour d'aujourd'hui, la perfection, il le dira lui-même qu'il n'a jamais atteint. Personne n'arrive jamais à atteindre la perfection. On a toujours des moments de bas, des moments où on est un peu moins performant. Mais pour l'atteindre, justement, et c'est ça qu'il faut, c'est justement de travailler et de tout faire pour se relever de ces moments de moins bonne performance et de savoir pourquoi, justement, Ouais, pour atteindre cette performance et cette perfection, si, de s'en rapprocher, en ouais. tout cas, de Justement, s'en rapprocher. tu disais tout à l'heure, si je t'ai bien écouté, l'Audi, c'était pas forcément le pilotage, sans critiquer au Race Racing, hein, c'est pas ça, mais c'était peut-être moins ta tasse de thé. Et là, tu disais, la Mercedes que je vais piloter, donc c'est une AMG GT. Alors, je la mets à l'écran pour la première fois. Elle est magnifique. Voilà, ils vont la voir, les abonnés, les auditeurs. Voilà la voiture de Théo pour la saison qui arrive. Donc, de CD Sport. Elle est jaune, grise, blanche, orange, magnifique. Qu'est-ce qu'elle a de différent de l'Audi? En fait, je pense que c'est pas une question de voiture parce que on l'a vu cette année, l'Audi elle est championne de France, donc on peut pas dire que ça soit une voiture qui n'est pas Bien sûr. performante. Si elle est championne de France, c'est pas pour rien. Euh, mais après, c'est vraiment une question de. Je pense que chaque pilote a son style de pilotage, euh, pilote a ses ressentis et tout pilote a ses préférences en fait de voiture. Moi, je me suis tout de suite senti beaucoup plus à l'aise dans la Mercedes dès mon premier test. La voiture n'est pas construite du tout pareil. Un moteur à l'avant pour la Mercedes, un moteur central arrière pour l'Audi. C'est pas du tout le même châssis. C'est pas du tout pareil. Après, c'est deux voitures qui se conduisent différemment et je pense que la Mercedes me D'accord. convient Elle, finalement mieux elle en est fait. peut-être équilibrée différemment par rapport à ton style? L'équilibre de la voiture est mieux par rapport à ton pilotage, ouais. Ouais, c'est ça. Toutes les Ouais. voitures Ton sont style de... différentes. Ouais. Ouais, Ton- toutes les voitures sont différentes. J'ai pas sur des Alpines, des voitures qui sont l'Alpine par exemple, une voiture très légère, très maniable que j'ai adoré aussi conduire. Et c'est ça, en fait, la diversité et c'est ça ce qui fait là aussi de la beauté du championnat de France de GT4, c'est qu'il y a une diversité des voitures et donc une diversité de performances. Et en fait, toutes les voitures arrivent à être performantes et c'est justement les choix des pilotes qui fait la différence dans la et c'est Ok. ça qui fait la différence finalement. Tu définirais ton style de pilotage comment, justement? Comment tu définirais? T'es plutôt piqueur, t'es plutôt souple comme un Button, par exemple, voilà, sans citer
Jenson Button usait très très peu ses pneus en F1. Je cite des exemples au hasard, hein. T'es plutôt fonceur, t'es plutôt calculateur. Euh, Dis-nous un petit peu ton style de pilotage en GT. Il y a des styles différents à adopter selon le moment du week-end. C'est-à-dire qu'on va pas conduire Mhm. pareil dans une qualification que dans un fin de relais avec des pneus beaucoup plus usés, où il faut préserver la voiture. Ou par exemple, quand on fait un tout début de relais, faut penser aussi au coéquipier qui va arriver derrière, donc lui préserver ses pneus. Donc en fait, c'est pas. De base, je suis plutôt quelqu'un de très calme au volant, plutôt assez posé. Je suis pas du tout quelqu'un qui va trop foncer. J'aime bien poser les choses, mais après en qualification, il faut savoir faire la différence et justement attaquer un peu plus pour essayer d'aller chercher le temps. En fait, c'est des styles différents qu'il faut adopter. Et donc finalement, tous les pilotes, en général, ils ont pas vraiment un style à eux. On s'adapte à la voiture au moment présent aussi des conditions de piste. La qualification, le relais, c'est du tout la même chose. D'accord. Alors j'espère qu'on t'a bien entendu parce que ça coupe un petit peu. Tu dois avoir des petits problèmes de connexion. C'est pas très très grave. Moi, je t'ai entendu à peu près, donc ça devrait être bon. Ok, ça marche. On a à peu près bien entendu. Ouais, ouais. Euh, Ok. Il y a un petit problème de Wi-Fi chez toi, mais c'est pas très grave. Guillaume Bréard nous dit fonceur, visière fermée. C'est vrai qu'en GT, en Oui. général, les pilotes roulent avec la visière Oui. ouverte, c'est-à-dire comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un Ah qui oui, roule d'accord. toujours, j'ai C'est pas toujours une roulé avec la blague. visière fermée. C'est pas une blague alors. Pourquoi? Je sais pas. Ouais. Non, c'est vraiment vrai. Et dans toutes les écuries dans lesquelles j'ai roulé, on m'a toujours dit, mais pourquoi tu roules la visière fermée? Enfin, dans une voiture avec un pare-brise, je sais pas pourquoi tu roules la visière fermée. Et je sais pas, c'est une habitude que j'ai toujours eue de rouler visière fermée. Et je pense que c'est pour ça qu'il dit ça. D'accord. Et t'as pas trop chaud, tout simplement. Non? Non. Non? Ben, on a D'accord. toujours chaud dans une voiture, parce qu'il faut savoir Oui, oui, c'est que sûr. une voiture de compétition, on n'a pas de clim dedans, parce que on perd des chevaux avec la clim. Donc on n'a pas de clim et ça peut atteindre des températures comme 60-70 degrés dans l'habitacle. Mais justement, c'est pour ça que la préparation physique avant Très importante. est vachement Oui. importante pour ça, justement. Ouais. D'accord. Et quand je fais des séances de vélo d'une heure avec deux couettes sur moi pour essayer de transpirer, d'avoir chaud, et c'est justement aussi pour s'habituer aux chaleurs qu'on a dans la voiture. Tu fais du vélo avec une couette sur toi, c'est ça? Ouais, Ok. exactement. D'accord. Original. On roule avec un sweat, une couette, justement pour s'entraîner à avoir vraiment chaud. Et vu qu'on a très peu d'heures de roulage, on n'est presque jamais dans la voiture pour justement s'entraîner. Et ben on trouve des petites choses pour pouvoir essayer de D'accord. reproduire ces Ok. conditions justement. Oui, ce qui semble logique, hein. Il y a quelques sportifs qui font ça. Mais déjà à ton niveau, c'est super sympa. Tu peux nous parler un petit peu de ton futur coéquipier, enfin, de ton coéquipier, Pierre Sansi Nema. Pierre Sansi Nema, tu vas faire équipe avec lui. On fait un petit aparté sur lui. Il a une trentaine d'années, c'est ça, hein, je me trompe pas. Il a 30 ans. Ouais. Exactement, c'est un pilote assez connu. Il a été notamment champion du monde l'année dernière avec Mhm. Pierre-Alexandre Jean, donc un pilote avec un gros palmarès, un pilote d'expérience. Et donc nous cette année on va rouler en pro, donc deux silver. Donc on va jouer le championnat pro et non pas pro amateur comme l'année dernière. Tout à fait. Ouais. C'était bien défini. Et donc ouais, et donc un pilote que j'adore parce que voilà, on se connaît depuis assez longtemps sur les circuits aussi. On s'est côtoyés, on s'est tout de suite très bien entendu. Et puis je pense que voilà, c'est quelqu'un de performant avec qui on peut faire confiance. Et donc voilà, c'est pour ça que je m'entends très bien avec Pierre. Et donc je pense si la saison commence, Oui. et j'espère qu'on fera une super saison. D'accord. Et bon, on te le souhaite en tout cas. Merci L'objectif, beaucoup. l'objectif, et on va te suivre. L'objectif de CD Sport cette année, c'est le top 10, c'est top 5. Cette année, c'est de gagner le championnat en pro. Très bien. Voilà.
c'est clair, c'est net. L'objectif, il est clair. Il a été donné dès le début de la saison Ouais. par les pilotes et même par le team manager. Voilà, l'objectif, c'est de gagner en pro et on ne veut pas faire autre chose. Ouais. Puis ça pourrait, quelque part, ça pourrait définitivement lancer ta carrière, Théo, tout simplement. Aussi, Exactement. aussi. C'est comme j'ai dit même dans mes débuts en karting, je pense que c'est mes résultats qui ont fait que voilà, je suis rentré dans le giron de la FFSA, Mm. que j'ai été pris en équipe de France. Et en fait, il y a que de par les résultats que les portes s'ouvrent. Et donc, je pense que oui, de gagner, si on peut gagner, et si la saison commence en 2020, c'est sûr que ça m'ouvrira forcément des portes. Exactement. Natacha qui nous dit merci Théo, je suis amateur F1 et en t'écoutant, j'ai appris beaucoup sur le sujet. Donc tu en parles très simplement et avec passion. Je te souhaite de réussir dans tes projets. Voilà. Alors Natacha, c'est un Merci beaucoup. pseudo. Natacha, c'est un pseudo. C'est Vanessa qui te parle. Voilà. C'est pas Et Natacha. ben, merci beaucoup, Vanessa. Voilà. C'est très sympa. Il y a aussi pas mal de messages d'encouragement. Belle voiture aussi. Beaucoup ont aimé ta livrée Mercedes pour 2020. Bel objectif aussi. Je te souhaite de gagner Théo. Pour pas perdre de perf, évidemment, il faut être hyper performant et on te le souhaite. Et puis si on peut, on reste en contact, hein, bien sûr. Je vais pas jeter ton numéro de portable à la poubelle. Bien au contraire, si on peut aller te voir chez CD Sport sur un week-end de course, ça sera avec plaisir que j'irai te voir en tout cas. Avec plaisir de t'accueillir et d'accueillir des membres peut-être de ma F1, ouais. Exactement, c'est gentil. Alors, avant de conclure cette émission, puisque maintenant on a l'objectif, on sait que la saison risque, allez, je pense qu'il y aura quand même quelques courses, j'espère qu'il y en aura au moins 4, l'avenir nous le dira, mais tu as fait un effort, enfin un effort, non, tu es fier d'avoir mis tes gants, on a vu une petite McLaren, tu as 2 casques, tu vas nous présenter tous tes trophées, mais juste avant, je crois apercevoir le trophée de la Ligue des Champions derrière toi, c'est une réplique ou c'est un trophée Sport Auto qui a été copié? Non, pas Hein. du tout. C'est pas du tout la Ligue des Champions. C'est vraiment une coupe. C'est le championnat de France en Ouais, je EKJ. t'embête. Donc c'était en D'accord. 2016. En Ok. 2016. Elle, Donc voilà, j'ai fini deuxième au championnat ouais, de France. super. Elle ressemble à la Coupe de Un la Ligue bon des souvenir. Champions au football quand même, hein. Oui, Exactement. Un peu plus oui, petite. mais elle y ressemble. Un peu plus petite, mais elle y ressemble, Ouais, ouais, c'est je vrai. crois que tu avais gagné avec des champions. Bah non, c'était du kart. Voilà. Non. Alors, tu peux nous présenter tes trophées parce qu'on voit super bien. Raconte-nous un petit peu, ouais. Ouais. Donc là, on a le titre de champion de France, juste ici. Ça, c'est un cadeau, un super casque. Bon, malheureusement, il est un peu fissuré, mais c'est un super casque. Je trouve ça super joli. De mon premier entraîneur, Guy Pansard, que je salue, qui tient la piste de Lamballe, justement, juste à côté, le GP Mhm. circuit, qui m'a offert ce cadeau quand j'étais champion de France. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir. Et donc voilà. Après, ça, c'est le trophée du sport automobile, donc, qui s'est passé à Paris. Donc quand on obtient un titre national, on est invité avec tous les pilotes de F1, avec notamment il y avait Pierre Gasly, voilà tous les pilotes de F1 à une remise des Oui, prix. Donc voilà. Après là, on a une Coupe de France aussi, deuxième à la Coupe de France. ouais. Euh, Après, il y a plein d'autres trophées dans ma chambre qui sont un peu éparpillés partout, plein Tu d'autres sais plus où coupes. les mettre, tu sais plus où les mettre, c'est ça? T'es en Plein. train de nous dire que t'as trop. Non, non. J'aimerais en avoir Oui, plus. oui, mais t'en auras plus. T'en J'aimerais auras en avoir plus. plus. Ouais. Mais non, il y a plein de coupes partout et c'est vrai que ça fait un peu ramasse-poussière parce que on veut toutes les garder parce que ça nous rappelle toujours des super Ouais. souvenirs. Donc on a toujours envie de tout garder. Mais c'est vrai que moi, c'est moi qui fait le ménage dans ma chambre, mais ça ramasse pas mal de poussière, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose de très très beau et magnifique sur la table là, sur ton bureau on va dire. C'est tes casques. Ce design, c'est toi qui l'a fait ce design de casque parce que c'est un peu l'actualité sur Max F1 depuis quelques temps avec Valentin Belgi qui est venu sur Max F1 et Adrien Pavio hier soir. C'est un design particulier. Il était fait par qui? C'est toi le dessinateur. C'est tes couleurs. Est-ce que ça reflète sa personnalité finalement? Ouais, alors le bleu et le rouge, c'est vraiment quelque chose qui me représente. C'est mes deux couleurs favorites. Donc les deux étoiles, c'est un casque qui a été un peu inspiré de Lewis Mhm. Hamilton. Il avait fait une livrée avec c'était 3 étoiles, je crois, lui, parce que c'était son troisième titre.
Et donc, c'est un peu inspiré. Après, on a le numéro 10 au-dessus, mon chiffre porte-bonheur. Hmm. Mais sinon, c'est moi qui l'ai vraiment designé le casque en, en partenariat avec JCB Création. Mhm. Voilà, je lui ai donné un peu une idée de ce que je voulais. Et par exemple, ça, c'est un casque qui a 4 ans. Et on voit que il n'a pas vraiment changé au fil des années. Ça, Oui, c'est il y a celui toujours de cette année. ouais. Donc les couleurs sont toujours les mêmes, le design est toujours à peu près pareil. Après, il y a forcément il y a des évolutions. Il y a mes partenaires qui sont juste là, Groupe Rose et XXL Mobilhome, que je salue, qui me soutiennent On les salue aussi. dans ma carrière, et ça, c'est cool. Et c'est super important aussi d'avoir Bien sûr. des partenariats et des sponsors, parce que c'est quelque chose qui nous aide. Et là, je leur fais un grand merci, parce que sans eux, c'est compliqué. C'est vrai que c'est grâce à eux aussi, et faut savoir les remercier. Ouais, t'as bien fait. D'ailleurs, tu leur parleras, tu leur feras partager le live ou tu leur montreras tout simplement, hein. On ne demande pas forcément ce qu'ils le partagent, mais Ouais, ouais, tu pourrais leur dire que tu es venu chez nous. Merci beaucoup pour la présentation de tes trophées, que tu n'as pas tous près de toi, tu l'as dit. J'espère que tu en auras plein d'autres, évidemment. Et c'est vrai que tes casques sont tout simplement magnifiques. Moi, je trouve ça très sympa. merci Le beaucoup. mien est en cours de fabrication, voilà. Mais moi, je suis un amateur, hein, Ok. un vrai amateur. Voilà, voilà, très grand amateur. Ouais, Mais il faut ouais, des passionnés. C'est vachement important. C'est ça qui fait aussi vivre le sport auto. Et je trouve ça super le concept que Max F1 a lancé, que merci. tu as lancé avec ces interviews. Ouais, c'est vraiment super, et ça fait vraiment vivre le sport auto. Et c'est grâce aux passionnés que bah justement que tout cet univers est possible. Et c'est ça qui rend les courses fabuleuses. C'est tous les spectateurs, tous les passionnés qui viennent. Et ça, c'est top. Et je remercie vraiment de ce concept-là, parce que vraiment, Merci c'est top. beaucoup. Et puis, bah, tu, De voir des passionnés qui s'intéressent comme ça, c'est super. oui, alors tu as tout à fait raison et je profite que tu nous remercies et c'est très sympa de ta part et nous on est très heureux de t'avoir eu aujourd'hui sur Max F1. Tu vois, le temps passe très vite, ça fait 1 h 15 d'émission. Tu apportes cette fraîcheur, tu incarnes aussi l'avenir. Alors on n'a rien contre ceux qui ont gagné avant, hein. On a reçu Yannick Dalmas par exemple Il faut surtout pas les oublier. et on les oublie pas et c'est pour ça que ça a été notre deuxième live, je crois, voilà, après Brandon Maizano. Il y aura pardonnez-moi le terme, de tout, parce qu'on a l'intention d'honorer ceux qui ont gagné, évidemment, ceux qui participent de près ou de loin au sport automobile. Donc ça peut être un mécanicien, des commissaires de course, un directeur de circuit, comme il y aura le 29 avril avec Stéphane Clair. On va essayer justement de d'élargir le panel le plus possible d'acteurs, donc les pilotes bien sûr, que ce soit en endurance, que ce soit en F1, on va dire, ou en Formule électrique, ou dans tout autre sport, le rallye aussi, le Dakar, pourquoi pas. Il y a de belles surprises qui arrivent, on peut pas encore vous dire tout, mais il y a déjà eu des champions comme Yannick Dalmas, par exemple, sur Max F1, ou comme Adrien hier. Donc voilà, c'est super sympa. Alors, je te cache pas, Théo, qu'on profite un peu. L'idée est venue de faire des lives, mais ça, il y a longtemps qu'on a envie de faire des lives, mais on faisait surtout des lives pour débriefer les Grands Prix de Formule 1. Voilà. Et le Ok. Covid étant arrivé, on s'est dit on peut pas laisser nos abonnés comme ça face à zéro info parce que Il a fallu se voilà, on s'est un peu diversifier finalement. diversifié, on s'est dit on va tuer ce temps mort de F1 parce qu'il n'y a pas de course en se disant on a fait ça avec Alban et avec les administrateurs de Max F1, on est cinq, donc je salue hein, Alban, Stéphane, Willy, Marion et moi. Voilà, donc on s'est dit tiens, on tente le tout pour le tout et parlons sport auto. Voilà, puisque la plupart des fans de F1 sont fans de sport auto. Et donc on s'est dit tiens, on va faire ça, ça fonctionne énormément. On est chanceux et on a l'avantage et l'honneur de vous présenter tous ces lives et j'avoue qu'on n'était pas forcément préparé à ça, d'en faire autant et de si grande qualité surtout. Et donc c'est le cas avec toi aussi encore aujourd'hui, avec toi qui représente l'avenir, cette passion, voilà les 3 P dont tu parlais tout à l'heure, on les sent bien, on les sent bien. Il y a beaucoup de commentaires sur le chat où voilà, on sent que tu es un jeune homme qui a la tête sur les épaules, qui a envie de réussir, qui fait tout pour, qui est plutôt voilà, qui est plutôt très sympa en plus. Donc voilà, c'est vraiment très agréable et on continuera de le faire. Voilà, on continuera de le faire. Alors moins quand la F1 reprendra parce que c'est pas notre métier de faire des lives sur Max F1. On a aussi notre vie de tous les jours
Et toi, tu vas à l'école. Nous, on travaille, hein, comme tout le monde. Donc, ça prend beaucoup de temps de préparer ce genre de live. Il faut prendre contact, il faut préparer les infographies, il faut préparer les directs avec les personnalités, que ce soit les pilotes ou autres. Donc, c'est vraiment, voilà, un investissement qu'on a vraiment plaisir à faire. Et je suis ravi que ça t'ait plu. Et la question, parce que je suis bavard, mais est-ce que tu l'avais déjà fait ça, ce genre de live ou d'interview de ce style? Non, tellement. C'est vrai que bah, en fait, c'est vraiment ce coronavirus qui a vraiment développé les lives, que ce soit Instagram ou Facebook, et on en voit beaucoup plus ces derniers temps. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, même je parle pour moi, mais même en tant que pilote, c'est quelque chose qu'on fait pas vraiment, qu'on prend pas forcément le temps de le faire, parce qu'on soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas forcément envie. Mais du coup là, le fait d'être confiné, et c'est un plaisir d'être là, et justement de pouvoir partager cette passion avec tous les gens qui sont Mhm. aussi là à nous écouter. Et que non, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire en temps normal. Ouais. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, on se fera un petit Insta Live de temps en temps, parce que tu as Instagram. Donc, sur toutes les présentations, d'ailleurs, je l'ai mis. Alors, Ouais. on va remettre, allez, on remet ta livrée 2020 qui doit attendre quelque part dans un garage. Voilà, donc en dessous la livrée 2020 de Théo, donc de CD Sport, cette Mercedes qui est magnifique, arrobase Théo Noué, tout simplement en attaché. Et vous vous abonnez au compte Instagram de Théo. Il nous a dit tout à l'heure qu'il postait pas beaucoup, et ben il va poster un peu plus. Surtout quand la saison va reprendre, je pense. Et si tu veux, de temps en temps, pour donner de tes nouvelles, on se fait un petit Insta Live, ou après une course, quand tu as du temps, bien sûr, hein, l'école ça compte aussi. On l'a fait avec Brandon Maizano, notre parrain, l'autre fois, on s'est fait un petit Instagram Live, comme font plein de, de personnes en ce moment, hein, que ce soit des journalistes ou des gens de la Formule 1 ou autres. Voilà, donc on peut se faire un petit Insta Live, 20 minutes, une demi-heure, et puis tu nous racontes ton actualité. Voilà, ça va vite, hein, on a juste à démarrer son téléphone. Il y a les deux écrans sur le téléphone et c'est fini. On discute ensemble, tu donnes ton Mais actu, ça sera avec plaisir. voilà, et on va essayer même de suivre l'actualité de Brandon Maizano comme ça, et la tienne, puisque bah, vous essuyez les plâtres, hein, vous êtes nos premiers invités, et ça c'est génial, c'est super, et on aura une petite affinité particulière avec vous, je vous le cache pas, parce que vous nous faites aussi grandir, et vous êtes toujours prêts à jouer le jeu, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, j'arrête de parler, je suis un petit peu bavard, mais justement je profitais un peu de cette perche que tu m'avais lancée pour remémorer un petit peu ces 15 derniers jours, où on a eu pas mal de choses à faire. Renaud Derlot, voilà, il y a Renaud Derlot sur le live, euh, Théo. Donc salut Renaud, justement Salut Renaud. Renaud qui chambre Alban Borzachello, mon fidèle acolyte qui fait souvent les lives avec moi. Mais bon, pour toi, Alban voulait s'occuper de sa famille cet après-midi. Donc voilà, je me suis dit, je vais le faire tout seul avec Théo. On s'est régalé. Je te remercie beaucoup d'être venu sur Max F1. Voilà, ça s'est plutôt très bien passé même. C'était avec grand plaisir. Je te remercie aussi. Ouais. Alors on Super. va te suivre, hein. Je le C'est top. répète, on va te suivre, on va se régaler. Je reste en contact avec Guillaume, je reste en contact aussi avec Laurent Cazenave, que je vais pas forcément embêter tous les jours, loin de là, mais je reste en contact avec eux. Et puis bientôt on va faire aussi une soirée karting, Théo. Donc je te ferai signe si tu veux pas forcément venir avec nous, parce qu'il y aura pas mal de monde sur le live, mais si tu veux regarder ce live ou nous donner ton avis, tu pourras te régaler avec nous. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà, donc bonne fin de saison, enfin bon début de saison plutôt, Théo, et puis on reste vraiment en contact. J'étais très ravi et fier de te recevoir sur Max F1, et puis je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment les administrateurs de Max F1, et puis Guillaume Brévard, vraiment merci à lui, et puis à Laurent, ton team manager. Voilà. À bientôt Théo. Ouais, merci à tout le monde. C'était super cool. Yes, Ciao, ciao. ça Bonne marche. journée. Salut. Merci, à bientôt Théo. Bonne fin de journée à tous. Et puis à très vite sur les antennes de Max F1, si on peut appeler ça des antennes. Rendez-vous mercredi 29 avril à 20h30 avec le directeur du Paul Ricard, Stéphane Clair. Voilà, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis profitez de la fin de ce dimanche ensoleillé pour ceux qui ont du soleil. Voilà, prenez soin de vous. Bye bye, au revoir. Salut Théo. Au revoir. Salut, bonsoir à tous.